Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des Sentinelles. Donc, comme chaque mois depuis le mois de janvier, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter les résultats de travaux de recherche obtenus grâce à la participation des Sentinelles. Notre communauté, qui compte aujourd'hui plus de 35 000 membres, se mobilise depuis des années en réunissant citoyens et chercheurs, patients et médecins pour accélérer tous ensemble la recherche sur le cancer. Avec ces conférences, nous poursuivons cet objectif en venant vous présenter les résultats que les chercheurs ont pu obtenir grâce à vous et quelle suite ils vont lui donner, qu'il s'agisse de nouveaux projets, car la recherche ne s'arrête jamais, ou de nouvelles pratiques médicales pour mieux prendre en charge les personnes faisant face à la maladie. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique, après un cancer du sein. On le sait, la pratique d'une activité physique régulière et adaptée est bénéfique pour notre santé, et notamment pour la prévention des cancers et de leur rechute. Mais comment mieux accompagner les personnes concernées pour qu'elles s'y mettent vraiment? Nous accueillons pour en parler Lydia Delrieux de l'Institut Curie et Baptiste Fournier du Centre Léon Bérard à Lyon, deux chercheurs qui mènent des projets afin d'évaluer l'efficacité de programmes d'activité physique, notamment par l'apport des objets connectés auprès de différentes populations atteintes de cancer. Avant d'imaginer de nouveaux programmes, ces deux chercheurs veulent mieux identifier les besoins, les attentes des patients afin de construire des programmes adaptés et personnalisés, d'où l'étude qui vient d'être menée avec les participations de plus de 2300 sentinelles. Dans un premier temps, Lydia et Baptiste vont vous présenter leur étude et leurs résultats. Vous aurez ensuite la parole pour aborder vos questions plus concrètes directement par l'intermédiaire de la plateforme Internet par laquelle nous organisons cette conférence. Vous avez donc à votre disposition 3 espaces sur cette plateforme. Un chat pour réagir à ce que vous entendez pendant la conférence. Un espace plus spécifique pour poser vos questions directement à nos 2 intervenants. Et un 3e espace sur lequel vous pourrez répondre à des sondages au cours de la conférence. Et d'ailleurs, 2 premières questions vont vous être posées ou vous sont posées dès maintenant. Juste une petite précision, seul votre prénom apparaît lorsque vous participez dans ces 3 espaces-là. N'hésitez donc pas à partager votre avis en toute confidentialité. Nous tâcherons d'aborder l'ensemble des sujets que vous allez aborder, les questions que vous allez nous poser, même si nous ne pourrons pas forcément répondre à l'intégralité des questions, mais nous tâcherons de couvrir l'ensemble des sujets que vous aborderez. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long dans mon introduction. Je laisse donc maintenant la parole à Lydia et à Baptiste pour commencer leur présentation. Vous pouvez donc partager votre présentation. Alors, c'est bon, ça s'affiche. La parole est à vous. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter les résultats de notre étude qui visait à connaître et à mieux identifier les préférences, barrières et facilitateurs en activité physique, en prévention primaire, c'est-à-dire avant l'apparition de la maladie, ou bien pour des personnes non concernées par la maladie, et en prévention tertiaire, donc tout ce qui vise à limiter les effets secondaires des traitements, par exemple, ou limiter le risque de rechute ou de récidive du cancer du sein. Et avant toute chose, nous souhaitions vraiment vivement vous remercier pour votre participation à cette étude, aussi bien pour les personnes qui ont participé à l'enquête, mais également aux personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, merci infiniment, puisque grâce à vous, nous avons réussi à obtenir un effectif considérable en très peu de temps, ce qui n'était pas forcément le cas si nous n'étions pas passés par la plateforme des Sentinelles et par votre merveilleuse collaboration. Donc, en parlant de coopération et de partenariat, ce projet a été mené auprès de 2 instituts principalement, donc avec l'Institut Curie et le Centre Léon Bérard. Et nous avons aussi mené 2 collaborations avec des équipes universitaires, une américaine et une canadienne, qui nous ont également aidés sur ces thématiques. Et nous en profitons aussi pour adresser un message de remerciement à Fanchon, qui était notre étudiante en biostatistique dans le cadre de cette étude et qui malheureusement ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, concernant le plan de notre présentation aujourd'hui, nous allons commencer par vous parler des généralités sur l'activité physique, puis présenter le contexte de notre étude pour savoir pourquoi nous avons souhaité mener cette thématique de recherche, pour ensuite avancer sur les objectifs, les méthodes utilisées, et évidemment pour vous présenter les résultats de notre étude en vous apportant quelques perspectives de recherche, mais également quelques idées pour arriver à intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Et nous finirons ensuite par répondre à vos différentes questions. Donc, je laisse la place maintenant à Baptiste pour commencer avec les généralités. Bonjour à tous. Du coup, voilà, on voulait introduire un petit peu cette présentation avec quelques généralités et du coup définir un petit peu les thématiques un petit peu clés, les mots-clés autour de l'activité physique. Et bon,
Commençons du coup par l'activité physique. Et vous voyez qu'en fait, l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui entraîne une dépense d'énergie au-delà de celle de repos. Voilà, ça, c'est vraiment l'activité physique. Et en fait, cette activité physique, elle peut se concrétiser en 4 grandes dimensions, 4 grandes composantes. Donc, à la fois durant son travail, à la fois à la maison, durant les activités domestiques, à la fois durant ses déplacements, les déplacements souvent qu'on appelle l'actif, et aussi les activités de loisirs, dont le sport, où là où on est plus, vous voyez, le sport, l'activité physique n'est pas que le sport, c'est plus une activité où il y a des règles communes dans un but de compétition, de performance. Donc voilà, l'activité physique est très très large, tant qu'on dépense de l'énergie, c'est de l'activité physique. À l'inverse, la sédentarité, c'est plutôt une dépense énergétique qui est inférieure à celle de repos en position assise ou allongée. On entend aussi parfois parler d'inactivité physique, et ça correspond au niveau d'activité physique qui est inférieur aux recommandations en termes de durée, d'intensité et de fréquence. Et je vais vous parler des recommandations un petit peu plus tard. En fait, tout de suite, pardon. Les recommandations actuelles, c'est assez chouette parce qu'elles ont été actualisées tout récemment, en début d'année, par l'Organisation mondiale de la santé. Et elles consistent principalement, vous voyez, en haut à gauche de votre écran, à faire au moins 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée. Donc, les activités physiques aérobie, c'est un peu d'endurance cardiovasculaire. Et l'intensité importante, vous voyez, c'est une intensité modérée. Donc là, on va avoir une activité un petit peu plus soutenue, mais on va toujours pouvoir être en capacité de parler. Donc ça, c'est important de viser une intensité un petit peu plus soutenue dans nos activités physiques aérobie, donc 150 minutes, 30 minutes, 5 fois dans la semaine. Aussi, on a parlé de sédentarité. Vous voyez à droite qu'on va essayer de limiter ce temps de sédentarité et de le remplacer par davantage d'activité physique de n'importe quel niveau d'activité. Comme nous dit l'OMS, là, vraiment, le moindre mouvement compte. On a aussi des recommandations un petit peu plus spécifiques, notamment, vous voyez, pour les plus de 65 ans, en bas de votre écran, où on va essayer de faire au moins 3 fois par semaine des activités un petit peu plus autour de l'équilibre, du renforcement musculaire, qui sont des choses qui sont importantes à travailler avec le vieillissement. On voulait aussi vous parler un petit peu des bénéfices généraux de l'activité physique, donc notamment en prévention primaire. Donc on sait maintenant, on a des preuves vraiment importantes que l'activité physique va vraiment bénéficier à la santé à la fois du cœur, du corps et de l'esprit, et ce à tous les âges de la vie. L'activité physique va être aussi bénéfique en termes de prévention des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer. Concernant le cancer du sein, maintenant, on a des preuves assez solides qu'une activité physique suffisante et régulière est aussi associée à une diminution du risque de cancer du sein. En prévention tertiaire, donc là vraiment pour éviter les complications et la récidive, on voit qu'on a des bénéfices vraiment importants au niveau bio-psychosocial et une absence de risque si l'activité physique est adaptée en post-opératoire et pendant la phase de traitement, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie. On sait aussi que plus on commence tôt l'activité physique pendant les traitements, mieux c'est. Donc voilà, le but, c'est essayer de débuter l'activité physique dès le début des traitements pour en bénéficier plutôt qu'après les traitements, si possible. En fait, généralement, si on a les capacités, on va avoir des recommandations identiques pour les patients atteints de cancer qu'en population générale. Par rapport maintenant vraiment plus particulièrement au contexte de l'étude, donc nous on s'est intéressé aux femmes ayant ou non un historique de cancer du sein, et donc en France on a plus de 27 millions de femmes majeures et 58 500 femmes sont diagnostiquées d'un cancer du sein tous les ans. Il y a un tiers des femmes qui atteignent les recommandations d'activité physique et il y a une tendance à la baisse avec la maladie et les traitements. Donc le but là, c'est d'essayer d'optimiser l'adhérence, de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes, qu'elles aient ou non un cancer, de faire de l'activité physique régulièrement. Pour cela, une des stratégies, ça va être de connaître les préférences, barrières et facilitateurs des participantes. Donc vous voyez en bas à gauche, les préférences, en fait, on a souvent 2 cibles. À la fois la pratique d'activité physique, donc là on va poser des questions sur le type d'activité physique, comment, à quelle fréquence, combien de temps, à quelle intensité, quand. Et souvent on questionne aussi sur les conseils en activité physique. Donc voilà, ça c'est les 2 grandes dimensions. Et par rapport aux barrières, donc là ce qui va empêcher l'activité physique ou les facilitateurs, là c'est ce qui va plutôt faire en sorte que ce soit plus facile de faire de l'activité physique, on a des tas de facteurs qu'on peut aller explorer, des facteurs médicaux, environnementaux, temporels, psychologiques, sociaux et économiques. Et en fait, à notre connaissance, pour l'instant, il n'y a pas d'étude qui a mesuré au même moment à la fois les préférences, les barrières et les facilitateurs, à la fois en prévention primaire et en prévention tertiaire d'un cancer du sein. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons choisi de mener cette étude qui avait pour objectif principal de décrire les préférences, les barrières et les facteurs qui pourraient favoriser
la pratique d'une activité physique de femmes avec ou sans historique de cancer du sein auprès de la communauté des sentinelles. Ensuite, comme objectif secondaire, nous avons essayé de chercher à identifier des groupes de participantes qui pourraient avoir des caractéristiques communes et pour lesquelles nous pourrions avoir des recommandations particulières. Par exemple, des femmes peut-être plus âgées qui habiteraient en périphérie des grandes villes pourraient avoir des besoins différents plutôt qu'une femme jeune qui habiterait dans une grande ville avec d'autres contraintes environnementales. Et enfin, dans un dernier objectif, nous avons essayé de chercher à prédire quelles pourraient être les participantes qui pourraient être amenées à être intéressées pour pratiquer une activité physique grâce à des dispositifs connectés, puisque ce sont aussi des thématiques fortes de nos 2 laboratoires de recherche. En termes de méthodologie, nous avons proposé ce questionnaire à toutes les femmes de la communauté des sentinelles qui souhaitaient répondre, évidemment, avec ou sans historique de cancer du sein, et pour l'historique de cancer du sein, aussi bien en cours de traitement qu'un traitement qui était terminé. Donc pour cela, nous avons poussé un questionnaire dans le logiciel Lyme Survey sur un serveur sécurisé du Centre Léon Bérard sur une période de février à fin mars 2021. Le questionnaire a été composé, donc je le précise pour les participantes qui n'auraient pas participé à cette étude-là, donc 6 dimensions principales. Donc dans la première partie du questionnaire, nous avons demandé des caractéristiques sociodémographiques pour avoir une idée de votre environnement, aussi bien votre niveau d'études, votre catégorie socio-professionnelle, mais également des événements de santé sur vos comorbidités, votre historique ou non de cancer du sein. Puis nous avions un second questionnaire pour identifier votre niveau d'activité physique, puis pour connaître vos préférences, aussi bien en matière d'activité physique, mais aussi vos préférences pour tout ce qui est utilisation de nouvelles technologies, donc des montres connectées, des applications aussi mobiles. Et puis ensuite, nous avons identifié ces barrières qui pourraient exister à la pratique de l'activité physique ou au contraire, des facteurs qui pourraient faciliter une pratique d'activité physique. Donc, sans rentrer dans le détail des méthodes statistiques, pour répondre à ces différents objectifs, donc le premier était vraiment une analyse descriptive, nous avons choisi de décrire notre population selon 4 groupes. Initialement, on avait pensé décrire notre population entre des femmes sans historique de cancer du sein versus historique de cancer du sein. Et en discutant également aussi bien entre nous, avec des cliniciens, on a choisi d'identifier 4 groupes qui sont pour nous 4 groupes différents dans la prise en charge des patientes. Donc, on a identifié un premier groupe sans historique de cancer du sein, un deuxième groupe avec un historique de cancer du sein en cours de traitement, un troisième groupe avec des femmes avec un historique de cancer du sein dont les traitements sont terminés, et enfin un dernier groupe qui est souvent peu recherché dans les différentes études et peu évalué. C'est des patientes avec un cancer du sein métastatique qui méritent aussi toute notre attention et qui ont également des besoins qui sont différents et malheureusement qu'on ne connaît pas encore très bien. Ensuite, pour répondre au second objectif, nous avons fait des techniques de clustering, donc de regroupement de différentes caractéristiques avec différentes méthodes statistiques pour encore une fois essayer d'identifier à partir de différentes variables issues du questionnaire des préférences et des groupements de patientes qui pourraient avoir des caractéristiques communes. Donc, pour avoir une autre façon un peu imagée de décrire cette méthode-là, c'est un peu comme si on mettait plusieurs variables dans un shaker, qu'on secouait bien fort et qu'on avait différents de ce groupe qui pouvaient émerger avec effectivement ces caractéristiques différentes. Et ensuite, donc, dans la dernière approche, nous avons fait des forêts aléatoires qu'on appelle des random forests pour avoir des modèles de prédiction de femmes qui pourraient être amenées à préférer et à vouloir être dans des programmes d'activité physique avec des objets connectés, avec un échantillon pour apprendre à cet algorithme à travailler et ensuite un échantillon de validation. Donc pour commencer avec les caractéristiques de la population, donc nous avions 2306 participantes et comme vous le voyez sur l'image à gauche, les sentinelles étaient représentées sur l'échelle du territoire avec évidemment une prédominance pour l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ensuite, souvent, c'est des choses qui nous sont aussi parfois un peu identifiées ou c'est ce qu'on cherche à identifier, c'est le niveau d'études de notre population. Et effectivement, on a plus de 50% de la population dans à peu près tous les groupes qui avaient un niveau supérieur à Bac+5 qui pourrait être considéré peut-être comme un biais, c'est-à-dire que l'échantillon que nous avions n'est pas forcément très représentatif de la population générale française. Donc ensuite, nous avons cherché à essayer d'identifier et caractériser un petit peu mieux notre population en termes d'âge, toujours avec nos 4 groupes différents de cancer du sein ou non. Donc nous pouvons voir que des femmes qui n'ont pas d'historique de cancer du sein sont des femmes plus jeunes dans notre enquête. Et puis ensuite, comme vous pouvez voir avec la petite croix qui correspond aussi à la moyenne dans notre graphique, dans notre viewing plot de notre population. Et ensuite, c'est les femmes, effectivement, qui ont un cancer du sein localisé en fin de traitement, ce qui est aussi logique,
sont des patientes qui sont plus âgées que les populations sans cancer du sein. Ensuite, nous avons posé donc le questionnaire sur l'activité physique pour essayer d'identifier le niveau d'activité physique ou l'atteinte ou non des recommandations. Et un peu contre toute attente, on aurait pu imaginer que les participantes qui s'intéressaient à cette thématique d'activité physique seraient peut-être plus actives, ou en tout cas avec une autre proportion. Et on s'aperçoit qu'on a à peu près 60% de notre population, dans nos 4 groupes, qui sont considérés comme inactives à partir de ce questionnaire. Alors, je vais prendre la suite pour vous présenter les résultats sur les préférences, donc à la fois sur les conseils et la pratique d'activité physique. Donc, par rapport aux conseils, c'est vrai que la majorité des patientes voulaient recevoir des conseils, des informations sur la pratique d'activité physique, quel que soit le groupe. Et la majorité aussi des participants plutôt souhaitaient recevoir ces informations et ces conseils d'un spécialiste en activité physique d'un centre de santé. Et le moyen préféré, c'était plutôt par vidéo ou par mail, donc voilà, plutôt des méthodes à distance. En ce qui concerne la pratique d'activité physique, donc en numéro 1, on retrouve faire de la marche comme la pratique numéro 1 préférée de l'ensemble des participantes, quel que soit le groupe. Mais à la fois, il y avait un besoin, ou en tout cas une préférence de faire aussi une variété de pratiques d'activité physique durant la semaine. Et vous voyez à droite de la figure, là, donc on voit bien la marche. En fait, plus le mot est gros, plus ça veut dire que c'est une préférence importante chez les participantes. Donc la marche, voilà c'est la plus importante. Mais vous voyez qu'il y a d'autres pratiques qui sont souvent retenues, en tout cas proposées par les participantes. Donc la danse, le yoga, le pilate, etc. Donc, en majorité, si on revient à gauche, les participantes préféraient faire en extérieur, quel que soit le groupe, plutôt seul, sauf pour les participantes sans historique de cancer du sein, où c'était plutôt en groupe. L'intensité, donc c'était plutôt chouette, parce que c'est celle qui est visée dans les recommandations, plutôt une intensité modérée pour l'ensemble des participantes, encore une fois, plutôt 2 à 3 fois par semaine pour la fréquence, sauf pour les patientes en situation métastatique, où c'était plutôt 2 à 5 fois. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a vraiment une volonté de pratiquer un bon volume d'activité physique durant la semaine chez les patientes avec les cancers un peu plus avancés. En termes de moments, c'était plutôt durant la semaine plutôt que le week-end. Plutôt le matin, surtout pour les patientes qui étaient en cours d'un traitement, sauf pour les participantes qui n'avaient pas d'historique d'un cancer du sein, où c'était plutôt le soir. Donc ça, on peut l'expliquer assez facilement, où c'est vrai que parfois avec la maladie, les traitements, on est obligé d'arrêter de travailler. Et à l'inverse, voilà, quand on n'a pas un historique de cancer, on peut plus facilement travailler, donc potentiellement faire de l'activité physique le soir après le travail. Donc on voit aussi que c'était plutôt de façon planifiée, et surtout pour les patientes pendant les traitements, que ce soit pour le stade localisé ou métastatique. Donc là, on peut le comprendre avec, vous savez, tous les rendez-vous qu'on a durant les traitements. Ça peut être, voilà, c'est plutôt préféré de faire de façon planifiée en fonction des rendez-vous cette activité physique. Et ensuite, si on essaye de continuer avec les préférences des participantes pour les nouvelles technologies, donc, nous avons essayé de représenter ici graphiquement les réponses pour différentes thématiques. Donc, nous avons pris celles qui ressortaient le plus des analyses. Et ici, si vous regardez donc, au milieu, donc, la petite partie qui est beige-blanche correspond à des personnes qui n'avaient pas forcément d'opinion. La partie qui est à droite du graphique, des parties plutôt en vert, ce seraient des facteurs qui seraient plutôt des réponses favorables aux différentes dimensions, avec le pourcentage correspondant donc, à l'extrémité. Et à l'inverse, à gauche, dans les couleurs qui sont plutôt rouge-orangé, des facteurs qui seraient plutôt négatifs, ou en tout cas qui seraient considérés comme non utiles dans cet item-là. Et encore une fois, nous avons cherché à comparer les 4 groupes de traitement ou de non-cancer pour les différentes thématiques. Et ce que nous pouvons voir déjà d'un premier aperçu, c'est que finalement, quelles que soient les différentes pathologies et les groupes, toutes les participantes étaient majoritairement intéressées pour suivre un programme d'activité physique, soit en ligne, qui serait déposé par un professionnel de l'activité physique, soit en visio en direct, soit avoir une application pour noter les différents exercices, soit en groupe avec un professionnel de santé. En revanche, quand nous regardons un petit peu pour le cancer, par exemple, en fin de traitement, c'est des chiffres qui sont un petit peu différents. Vous voyez qu'elles se démarquent un petit peu, probablement parce que cette population-là est un peu plus âgée et peut-être aussi un petit peu moins à même de travailler avec ces outils connectés qui préféraient des séances aussi en face à face avec un professionnel. Et enfin, on vous a mis la dernière thématique qui correspond aux jeux et compétitions pour savoir si ce serait une préférence de notre population.
Et un peu aussi contre toute attente, on aurait pu imaginer que de mettre des jeux, mettre quelque chose un peu de gaming, de ludique pourrait faciliter et être intéressant pour les participantes. Et au contraire, c'est plutôt un facteur qui ne serait pas favorable. En tout cas, ce n'est pas une activité ou des compétitions qui permettraient aux participantes de pratiquer plus d'activités physiques. Et là, ici, je vais vous parler du coup des barrières en activité physique. Donc, c'est toujours la même figure, hein. Vous voyez, donc à droite, vert, ça veut dire que c'est plutôt des barrières importantes. Et à gauche, c'est plutôt que ce sont des barrières un petit peu moins importantes. Donc, en numéro 1, quel que soit le groupe, vous voyez tout en haut de la figure que le manque de motivation, c'était vraiment la barrière principale de l'ensemble des participantes. Aussi, la fatigue était une barrière importante et même, du coup, même chez les femmes qui n'avaient pas d'historique de cancer du sein, c'est une barrière aussi importante. La météo est une barrière qui a été souvent rapportée dans l'ensemble des groupes. Le manque de temps aussi, notamment pour les femmes qui n'ont pas d'historique de cancer du sein, où là, on voit vraiment que c'est une barrière un petit peu plus importante par rapport aux femmes atteintes d'un cancer du sein en cours ou en fin de traitement. On a une barrière aussi qu'on trouvait intéressante de vous montrer, c'est ne pas savoir quoi faire. Et on voit que les patientes qui ont un cancer du sein métastatique, dans une plus forte proportion, trouvaient que c'était une barrière un petit peu plus importante. Ça, on peut le comprendre. Que, voilà, quand on a un cancer du sein métastatique, on peut ne pas savoir vraiment quoi faire parce que peut-être tout simplement, on n'a pas aussi les ressources qui sont existantes pour nous guider sur une activité physique adaptée à un cancer du sein métastatique. À l'inverse, on a mis aussi des barrières qui n'étaient pas forcément importantes, alors qu'on aurait pu croire que oui, notamment le fait qu'il n'y ait pas de structure à proximité. Vous voyez que ce n'est pas forcément une barrière à la pratique d'activité physique. À l'inverse, maintenant, on va regarder les facilitateurs, voilà, les facteurs qui vont favoriser une activité physique. Et on voit ici tout en haut les 3 principaux facilitateurs en activité physique, vous voyez, qui sont très forts dans l'ensemble des groupes. C'est être mieux dans son corps, améliorer ses capacités et améliorer sa qualité de vie. Donc là, on est vraiment sur des choses assez subjectives autour du bien-être, etc. On est vraiment sur ces dimensions-là qui vont faire en sorte que ça va, quand on a ces messages-là, ça va faciliter la pratique d'activité physique chez l'ensemble des participantes de l'étude. On trouvait aussi intéressant de vous montrer la recommandation du médecin. Donc là, qui est un facilitateur, vous voyez, qui est un petit peu plus variable en fonction des groupes. Et notamment, donc, chez les femmes qui n'ont pas d'historique de cancer du sein, c'est moins un facilitateur, ce qu'on peut comprendre, parce que quand on a un cancer ou des traitements, là, on est plus confronté à son médecin régulièrement. Donc là, voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des niveaux un petit peu différents en fonction des groupes. Vous voyez ici aussi un facilitateur autour de l'amélioration des symptômes, donc là vraiment plus proche de la maladie. On voit que c'est quand même un facilitateur un petit peu moins important et du coup peut-être que quand on parle plus des symptômes de la maladie, c'est peut-être moins parlant, ça va peut-être moins faciliter la pratique d'activité physique que quand on a des messages un petit peu plus portés, voilà, sur du subjectif, on va dire sur le bien-être, etc. On retrouve aussi la structure adaptée. Donc, vous voyez toujours cette proportion un petit peu voilà, middle, là, moitié-moitié, entre le fait que ce n'est pas forcément un facilitateur d'avoir une structure adaptée autour de chez soi. Pardon. Et à présent, pour le second objectif, on avait essayé de chercher à identifier finalement s'il existait une autre méthode plutôt que d'avoir une approche très médicalisée où on a séparé nos groupes en 4 catégories liées finalement à la pathologie ou non de cancer. On a choisi d'avoir une autre approche pour voir si on avait d'autres identifiants, d'autres facteurs qui pourraient vraiment arriver à déterminer de nouveaux groupes pour se dire que peut-être que nos recommandations ne seraient pas les mêmes en fonction d'autres facteurs. Et finalement, avec cette approche de clustering, on a réussi à identifier 3 groupes et non pas 4, un peu différents, puisque dans le premier groupe, on avait principalement des femmes plus âgées, retraitées, qui étaient dans l'ensemble moins intéressées pour faire de l'activité physique. Et si elles l'étaient, quand on leur a posé des questions sur quand même leurs préférences, elles préféraient pratiquer en groupe à intensité faible à modérée, avec plutôt des exercices qui se répètent dans le temps, toujours les mêmes. Ensuite, quand on compare par rapport au groupe 2, on avait des femmes qui étaient dans l'ensemble plus jeunes, sans historique de cancer du sein, qui habitent aussi majoritairement dans des grandes villes, et donc ce qui pourrait aussi expliquer leur choix de préférer pratiquer peut-être seules, et de des activités qui ont souvent lieu soit dans des salles de sport, soit dans des clubs, comme par exemple la natation, la danse ou le yoga, et cette fois-ci à intensité modérée à élevée, avec des exercices qui pourraient être différents à chaque session. Ensuite, quand on regarde le groupe 3 par rapport par exemple au groupe 2, on avait aussi des femmes plus jeunes.
en cours de traitement. Et ce groupe-là était vraiment très différent parce que c'était un groupe qui était très connecté. On avait 100% des femmes qui étaient intéressées pour avoir des outils connectés, des applications mobiles. Et quand on leur pose des questions aussi sur leur type d'activité, c'est plutôt la marche, la course et le renforcement musculaire qui ressortent de ces groupes-là, avec encore une fois une préférence pour pratiquer plutôt seul, à intensité modérée élevée, avec différents exercices à chaque fois. Et donc là, finalement, nous, concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser cette nouvelle approche? C'est de se dire que peut-être pour recommander des activités auprès de nos populations, de participantes, c'est peut-être l'âge qui sera un facteur finalement très important, plus que de regarder par rapport à la maladie, même si je pense que les deux approches et les deux identifiants et variables pourraient être aussi très intéressantes pour arriver encore à personnaliser un petit peu moins les soins. Et ensuite, dans cette dernière partie, on a essayé d'identifier pour notre troisième objectif quelles pourraient être les femmes qui pourraient être à même de pratiquer ou en tout cas intéressées pour pratiquer un programme d'activité physique à distance. Et on vous avait posé cette première question pour savoir combien de pourcents d'entre vous disposent d'une application aussi bien pour mesurer votre nombre de pas ou bien pour mesurer finalement votre activité physique avec des applications qui existent. Et c'est plus d'une femme sur deux à avoir ce type de dispositif et aussi 30% à avoir déjà une montre connectée pour suivre votre nombre de pas. On a aussi posé des questions, mais on ne vous a pas présenté ici, par rapport aux femmes qui n'auraient pas ces dispositifs ou qui ne seraient pas intéressées, quelles auraient été votre principale barrière? En tout cas, maintenant, grâce à ces informations, on a essayé d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait arriver à se dire, quand on voit une patiente qui arrive finalement avec un diagnostic de cancer, est-ce qu'on pourrait être à même, ou même pas forcément de cancer, de se dire avec différentes variables, est-ce que cette participante pourrait être intéressée pour faire un programme à distance avec une montre connectée? Et donc, on a recueilli des variables telles que l'âge, l'indice de masse corporelle, le statut de la maladie, lieu d'habitation, niveau d'études, etc. Et on a réussi à identifier avec un score de précision de 72%, donc un bon score, on arrive à prédire si une femme pourrait être intéressée pour faire un programme d'activité physique à distance avec une montre connectée. Ensuite, on a essayé de regarder finalement est-ce qu'on serait capable aussi de prédire quelles pourraient être les femmes intéressées pour porter une montre connectée. Et là, notre score de précision diminue avec un taux de 53%, donc presque une femme sur deux, où on est capable de se tromper dans un cas sur deux, ce qui finalement n'est pas très juste, encore moins quand on veut inclure des patients dans les études. Et enfin, on a essayé de regarder finalement pour le programme d'activité physique à distance avec une application. Et là encore, le taux chute encore plus à 30%. Donc là, on a un score qui est beaucoup moins bon. Donc, on a réussi à identifier avec ces approches-là. Finalement, on arrive à bien prédire quels seraient les patients intéressés pour faire un programme d'activité physique à distance avec une montre connectée et ce qui pourra probablement nous aider dans différents programmes de recherche futurs. Voilà, donc là, c'était vraiment une présentation des résultats principaux et on voulait reprendre un petit peu les points clés de chacun de ces grands résultats. Donc, on en a parlé que vraiment, a priori, il y a vraiment un besoin important d'informations et de conseils sur l'activité physique et notamment pour les patientes qui ont un cancer du sein métastatique. Donc, c'est vrai que là, on a besoin encore d'études scientifiques pour vraiment améliorer le niveau d'évidence par rapport à ça pour que les patientes puissent trouver une source d'information validée, voilà, pour qu'elles sachent vraiment quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Donc là, il y a vraiment un besoin, a priori, important à ce niveau-là, donc pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes qui ont un cancer du sein métastatique. Donc, on a vu que la marche reste l'activité préférée. Donc là, il y a vraiment aussi, il faudrait autant que possible essayer de vraiment rendre les environnements favorables pour marcher. Donc, pour savoir où aller marcher, avec qui, potentiellement mettre en place des réseaux de femmes, peut-être via les sentinelles, voilà, pour partager des trajets, mettre en place des groupes de marche, etc. Donc là, voilà, il y a plein de perspectives pour essayer de rendre les environnements favorables et voilà, cette marche de plus en plus importante pour tout le monde. Donc, il y a la marche, bien sûr, mais on a vu aussi qu'il y avait une nécessité d'avoir une offre variée et personnalisée. Donc, on a vu que par rapport au lieu, il y en a qui préfèrent, donc là, on a plutôt vu à l'extérieur, mais il y en a qui préfèrent plutôt à l'intérieur. Par rapport au moment, il y en a, c'est plutôt le matin, d'autres, c'est plutôt le soir. Le type aussi d'activité physique, on a vu que c'était très varié. Oui, la marche, mais on a vu qu'il y avait la danse, le yoga, le pilate, etc. Donc, voilà, il faut bien miser sur la marche, mais aussi peut-être sur d'autres activités physiques pour voilà, rejoindre les préférences des femmes en général. Donc, on a vu que le manque de motivation, c'était la barrière principale, mais il y a plusieurs moyens d'action pour voilà, surmonter cette barrière. Lydia va vous proposer des petits trucs et astuces juste après pour essayer voilà, de vous motiver à pratiquer une activité physique régulière. Vous verrez ça juste après.
On a vu aussi que peut-être il faudrait plus miser aussi sur des messages plus positifs, tournés vers le bien-être, etc., mais pas forcément portés sur les symptômes très, très médicaux. Donc peut-être il y a aussi un travail là aussi à faire avec les professionnels pour passer des messages peut-être plus positifs, etc., plus orientés bien-être que vraiment maladie, on va dire. On a vu aussi que il y a des barrières qui ont différents poids et qui peuvent être plus ou moins importantes. Et nous, ce qu'on veut aussi passer comme message avec Lydia, c'est vraiment déculpabiliser. S'il y a des barrières qui sont trop importantes pour le moment, il faut essayer de miser déjà sur des petits changements, etc. Elle vous en reparler, Lydia, juste après, mais de déculpabiliser vraiment. Il peut y avoir beaucoup de fatigue à un moment donné, mais petit à petit, on peut se remettre en mouvement et surmonter petit à petit, par exemple, cette fatigue qui peut être une barrière importante. Donc, tout en bas, vous voyez aussi que ces résultats un petit peu globaux nous ont permis de mieux comprendre l'intérêt des femmes pour l'activité physique. Nous, c'est vraiment ce qu'on voulait, à la fois en prévention primaire et en prévention tertiaire. Et le but, après, c'est d'élaborer des programmes de prévention qui sont le plus pertinents possible, le plus personnalisés possible pour l'ensemble des femmes de la communauté Sentinelle et bien sûr plus largement à l'échelle nationale. Et du coup, oui, Lydia vous en a parlé aussi, on a essayé d'autres approches que vraiment centrées sur la maladie. On a vu que la maladie, ce n'est pas le seul critère, on va dire, ou les traitements, etc., pour mettre en place une activité, pour identifier les facteurs qui vont faciliter l'activité physique, ou au contraire être des barrières à l'activité physique, mais peut-être qu'il va falloir regarder plus au niveau de l'âge ou de l'environnement de vie. Donc, avoir une vision un petit peu plus hors de celle purement médicale. Et donc, pour finir cette présentation, avant de passer par quelques petites questions de quiz, on a voulu pour regarder de façon plus concrète comment est-ce qu'on pourrait arriver à intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Donc, on vous a proposé quelques petites billes, finalement, petites astuces. Donc, la première, finalement, qui est aussi issue de notre étude, c'est d'arriver à identifier vos préférences, vos barrières et facilitateurs, peut-être de le mettre par écrit, ces différentes dimensions pour essayer en face de chacune d'entre elles de mettre une solution, de mettre par exemple une recommandation que vous pourriez vous faire pour arriver à vous inciter à faire plus d'activité physique. Ensuite, l'idée aussi, c'est d'arriver à trouver une activité ou des activités physiques qui pourraient vous plaire, que ce soit dans le cadre des déplacements. Si par exemple, vous n'avez pas beaucoup de temps, l'une finalement des barrières pour contrer ça pourrait peut-être de vous déplacer à des transports actifs, par exemple avec un vélo pour vous rendre sur vos lieux de travail, ce qui correspondrait aussi à une activité physique, ou bien pourquoi pas vous inscrire dans un club de sport, dans un club associatif, pour pratiquer une activité physique plus peut-être de loisirs, plus sportive, ou bien d'autres associations ou d'autres moyens qui pourraient être évoqués pour arriver à trouver quelque chose qui vous plaise. Puisque nous, ici, notre objectif n'est pas de vous imposer une activité, puisque le but, c'est de poursuivre une activité qui vous convienne sur le long terme. Ensuite, une autre stratégie pourrait être de planifier et d'organiser finalement un planning dans la semaine pour vous dire quel moment pratiquer de l'activité physique et essayer de se fixer sur l'objectif et de s'y tenir. Ensuite, quelque chose qui nous paraît aussi très important, c'est d'arriver à commencer à pratiquer une activité physique de façon progressive. Et c'est notamment le cas, par exemple, pour des patientes qui ont vécu un cancer du sein, où souvent on se réfère à ce qu'on faisait avant la maladie, et les choses ont beaucoup changé, les cartes ont changé, et peut-être une des stratégies serait de trouver une nouvelle activité pour ne pas finalement avoir en mémoire ce qu'on a pu faire précédemment, mais de commencer avec de nouveaux objectifs, de voir une progression dans le temps. Et encore une fois, de ne pas vouloir forcément se mettre à faire tous les jours de l'activité physique, mais commencer par un petit peu, voire en fractionnant son activité dans la journée pour arriver, au bout, généralement, on dit 3 semaines, de passer les moments difficiles pour vraiment arriver à l'intégrer dans son quotidien. Et ce qui rejoint aussi notre 5e message, d'arriver aussi à faire finalement, on parle de chaque petit pas compte et on a trouvé dans la littérature des chiffres qui nous montrent que finalement, faire 1 minute d'activité physique pourrait augmenter notre espérance de vie de 1,5 à 2 minutes, ce qui effectivement peut vous faire peut-être sourire à l'échelle d'une vie entière, mais c'est aussi tout ça, les petits moments cumulés, des petits pas cumulés dans une journée qui vont aussi faire de l'activité physique et apporter des bénéfices en termes de santé. Ensuite, vous pouvez aussi réévaluer vos préférences dans le temps, finalement, quand vous voyez cette progression, ou bien peut-être face à la maladie, au traitement qui change, il va falloir aussi rechanger vos objectifs, peut-être vos barrières ont également changé, et d'arriver à se mettre un nouveau planning en place pour être aussi une des stratégies. Et enfin, pour finir, d'arriver à prendre le temps pour vous, prendre le temps de prendre conscience des bénéfices de l'activité physique, d'arriver à planifier et de faire tout ce qu'on a pu évoquer comme astuce, et notamment d'arriver à prendre du plaisir dans votre pratique
Et c'est, je pense, le mot d'ordre pour arriver à intégrer quelque chose. Quand c'est quelque chose d'agréable, on arrive à s'y tenir sur le long terme, plus que par la contrainte. Donc, on voulait vous remercier pour votre attention durant cette présentation. Et donc, on va vous présenter aussi des petites questions de quiz pour rendre notre présentation un peu plus ludique et pour lutter contre quelques idées reçues. Et peut-être que Guillaume pourra repréciser les modalités, mais il me semble que c'est dans votre partie sondage du chat. Et on va commencer avec la première question. À votre avis, quelle est l'origine des recommandations des 10 000 pas par jour? Est-ce que la réponse A vient d'une étude scientifique, ou bien la réponse B d'une campagne marketing, ou enfin une idée d'un médecin? Donc, on vous laisse quelques minutes. Peut-être que Guillaume pourra commenter les scores qui arrivent au fur et à mesure. Alors, il faudrait que Guillemette lance le sondage. notre comparse qui s'occupe de répondre à toutes les questions que vous êtes en train de poser. Donc, normalement, ça va apparaître dans quelques instants dans l'onglet sondage. J'en profite, il y a déjà deux premières questions qui vous ont été posées au début de la conférence pour savoir si vous aviez participé à l'étude que Lydia et Baptiste viennent de nous présenter et si vous êtes déjà membre des Sentinelles. Donc, normalement, la troisième question devrait apparaître bientôt. Est-ce que je la vois? Oui, c'est bon, elle est lancée. Donc, vous pouvez répondre. Alors, on va laisser quelques temps. Je vois, il y a déjà une cinquantaine de votes déjà. On va laisser encore quelques personnes. On est un peu plus que ça de connecter. Donc, tout le monde n'est pas obligé de voter, mais on va attendre un petit peu. Là, on a 60 votants. Là, on attend encore peut-être une minute pour avoir quelques votants. Donc, pour que ça apparaisse, voilà, c'est dans l'onglet. Vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez discuter, un onglet questions. Vous pourrez poser des questions pour la deuxième partie de la conférence et donc le sondage. Donc là, ça y est, on est à 70 votants. Donc, question A. Pour l'instant, c'est la réponse A qui arrive en tête. Une étude scientifique. Il y a à peu près les 2/3 des votants qui ont donné cette réponse. Ensuite, une campagne marketing arrive en deuxième avec 25% des réponses à peu près. Et l'idée d'un médecin arrive troisième avec un peu plus de 10%. Je ne donne pas les chiffres précis parce que ça évolue tout le temps. On a 80 votes. Donc, voilà, la réponse qui arrive en tête, c'est une étude scientifique. Alors, est-ce que les participants ont raison ou pas, Lydia, Baptiste? Eh bien, malheureusement, c'était une mauvaise réponse parce que finalement, l'origine, en tout cas, c'était un petit piège. On ne sait pas non plus, on va vous expliquer un petit peu plus en détail, mais l'origine des 10 000 pas vient d'une campagne marketing qui a été lancée pour les Jeux de Tokyo en 64, puisqu'ils ont essayé d'inciter la population à faire de l'activité physique en les équipant d'un podomètre qui voulait dire faire 10 000 pas. Et donc, c'était vraiment une campagne marketing puisque les études sont arrivées que plus tardivement. Et donc là, on s'est aperçu finalement que de pratiquer 10 000 pas, on arrivait à avoir un bénéfice sur la perte de poids, mais qu'on a des premiers bénéfices qui arrivent déjà à partir de 7 000 pas par jour. Ce serait quand même très bien puisqu'on aurait une augmentation du métabolisme, une réduction du risque de pathologie cardiovasculaire, d'indice de masse corporelle. Mais encore, nous, on a une approche qui est aussi un petit peu différente puisqu'on a aussi un autre chercheur qui a essayé de classifier le nombre de pas en considérant qu'en dessous de 5 000 pas par jour, on serait considéré comme inactif. Et petit à petit, par palier, on arrive à être faiblement actif, modérément et ainsi de suite. Mais en tout cas, nous, auprès de nos patients, on essaye plutôt de communiquer en disant que c'est important de se fixer un objectif qui est réalisable. Plus on est actif, mieux c'est. Mais qu'effectivement, donner un objectif de 10 000 pas, même pour nous, quand on travaille toute la journée devant notre ordinateur, c'est compliqué. Donc, le donner à un patient qui est en chimiothérapie ou qui est dans une chambre stérile, c'est encore plus compliqué ou qui est hospitalisé. Et que de commencer par quelques petits pas, d'aller au bout du couloir, puis petit à petit augmenter, ce serait déjà un très bon objectif pour le patient et puis pour avoir des bénéfices. Donc voilà, donc on a essayé de lutter contre la première idée reçue en vous disant que finalement, les 10 000 pas par jour, vous n'êtes pas obligé de vous fixer ça comme objectif. Si vous faites au-dessous de 5 000 ou 7 000, ce serait déjà quelque chose de très bien pour votre santé. Et on va continuer avec la seconde question. Ouais, voilà, du coup, une deuxième question pour vous sur un chiffre à essayer d'évaluer. De combien, en moyenne, est réduit la fatigue après un programme d'activité physique réalisé durant les traitements auprès de patientes atteintes d'un cancer du sein? Donc, est-ce que plutôt on est à une diminution de 10%, réponse A, 20%, la réponse B, ou 30%, la réponse C? Voilà, c'est pas évident avec ces chiffres-là, mais voilà, est-ce que vous êtes essayé de trouver l'ordre un petit peu, le niveau de
voilà, de réduction de la fatigue Alors, après un programme d'activité physique. le vote est ouvert. Donc là, on attend encore un petit peu. Là, il y a un peu plus de 70 personnes qui ont voté. Ah. On va essayer d'attendre à peu près le nombre de personnes qui ont voté. Donc les avis sont assez partagés. On est à peu près... Ah, ça y est, là, il y a 20% arrivent en tête. Donc il y a à peu près 47% des personnes qui disent 20%. Donc quasiment le même pourcentage donne 30%. Donc on est à peu près entre 45 et 50% pour les deux. Et un peu moins de 10% des participants pensent que l'activité physique réduit de 10% la fatigue. Là, 30% viennent passer en tête finalement, on est à 51%. Il y a de l'optimisme dans l'air. Et oui, c'est ça, vous avez raison d'être optimiste. On est plutôt sur la réponse C. Alors voilà, c'est des chiffres, bien sûr, mais c'est des chiffres tirés de la littérature scientifique, bien sûr. Et là, notamment, donc, il y a une récente méta-analyse, en fait, une méta-analyse, c'est qu'on rassemble les résultats, on réanalyse en fait les résultats de plein d'études sur la fatigue pour des patientes en cours de traitement qui ont fait un programme d'activité physique. Donc, c'est vraiment une étude de très, très haut de très haut niveau de preuve. Et donc, une récente méta-analyse a montré une réduction plutôt de l'ordre de 30% de la fatigue après un programme d'activité physique chez les femmes traitées pour un cancer du sein. Donc voilà, pour les plus curieux, j'ai mis la petite référence en bas, là, si vous voulez aller voir ça. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'on a des preuves vraiment, vraiment importantes maintenant, comme c'est le symptôme le plus important, le plus prévalent, on va dire, durant les traitements d'un cancer du sein. Donc c'est vraiment... on encourage vraiment une pratique d'activité physique pour essayer de lutter contre ce symptôme très courant pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Donc, on souhaitait vraiment vivement tous les deux vous remercier, de remercier les Sentinelles pour votre participation, pour votre écoute aujourd'hui. Remercier aussi chaleureusement Guillemette, qu'on ne remercie pas suffisamment, et Guillaume pour être aussi un très bon modérateur lors de ces sessions de live, aussi bien pour leur soutien, et puis aux différents membres des équipes de recherche, que ce soit à l'Institut Curie qui nous ont aidés ou au Centre Léon Bérard. Et on a mis ici quelques petits témoignages qui pourront probablement faire aussi une belle transition avec les questions que vous posez. Et on va essayer de faire au mieux pour répondre à vos questions. Différentes questions. Donc, merci beaucoup encore une fois à tout le monde. Merci. Et puis, on reste à votre écoute pour répondre à la suite des questions. Merci Liliane, merci Baptiste. Alors, on a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Une première déjà un peu dans la lignée de la question par laquelle vous avez terminé votre présentation là, sur la diminution du risque de fatigue. Il y a deux personnes qui nous demandent... Ouais, est-ce que je peux arrêter le partage peut-être pour que... Oui, il faut arrêter le partage. Ouais. Génial. Excuse-moi, c'est juste pour qu'on puisse, pas de souci. On puisse nous voir en même temps. C'est plus agréable pour communiquer. Voilà. Oui, une première question sur le bénéfice de l'activité physique. Là, on a montré un bénéfice en termes de réduction de la fatigue. Il y a deux personnes qui me demandent est-ce que vous avez des chiffres sur le bénéfice en termes soit de baisse du risque de récidive ou même de manière plus importante aussi, le bénéfice en termes de survie après un cancer, donc soit un cancer du sein métastatique ou un peu plus largement. Est-ce qu'on a des données dans ce domaine-là? Oui, effectivement, on a des regroupements d'études qu'on appelle effectivement les méta-analyses dont Baptiste a parlé aussi précédemment, qui ont montré dans le cancer du sein que si on pratique une activité physique dès le diagnostic, donc c'est aussi un message qui est positif de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une activité physique, on pourra avoir des bénéfices sur le risque de récidive de l'ordre de 24% de diminution du risque de récidive si on pratique une activité physique. Donc encore une fois, pas forcément du sport. Le fait de marcher, même tous les jours un petit peu, de monter des escaliers, c'est une activité physique. Donc on pourrait réduire ces chiffres-là de façon considérable. Et ensuite, en termes de survie, donc là, on a des études qu'on appelle plus d'observation, puisque ce serait très très long dans le cancer du sein d'avoir un suivi assez long pour voir les bénéfices d'un programme d'activité physique sur la survie. Montre aussi des chiffres qui seraient positifs sur la survie des patientes, qui pourraient jouer sur plusieurs paramètres, donc aussi de l'ordre de 20% pour le cancer du sein. Tout à fait. Et juste pour rajouter, c'est vrai qu'il faut quand même passer le message que la plupart du temps, quand on évalue les patientes, c'est plutôt sur des programmes un petit peu soutenus quand même. On ne peut pas vous dire qu'en faisant 1 ou 2 minutes de marche par semaine, ça va réduire vraiment les niveaux de récidive, les risques de récidive ou la survie de manière significative. Il faut quand même avoir une pratique un petit peu soutenue, pas incroyable, mais plutôt qui tende vers les recommandations autant que possible.
Très bien. Alors ensuite, on a quelques questions un peu plus ciblées pour savoir si vous pouvez donner des conseils. Par exemple, il y a une personne dans le chat qui me dit qu'elle a eu un cancer du sein triple négatif en 2017. Aujourd'hui, donc, elle a pas mal encore de problèmes respiratoires. Elle a du mal à faire de la marche. Monter les escaliers reste encore difficile. Est-ce que vous auriez un conseil d'activité physique à pratiquer dans ce cas précis? La marche est difficile, c'est ça. Oui, alors après, effectivement, on a quelques traitements, par exemple sous anthracycline, qui sont des traitements de chimiothérapie qui peuvent aussi induire des complications aussi cardiaques. Donc, c'est aussi important de bien toujours poser aussi la question avec son médecin de ce qui est possible de faire ou non, de regarder du point de vue médical qu'il n'y ait pas de contre-indication à la pratique d'activité physique. Et souvent, quand on discute avec les patientes, notamment les effets secondaires de la chimiothérapie, c'est aussi une fatigue, mais aussi un essoufflement qui est assez marqué, souvent qui a lieu assez rapidement aussi dès le diagnostic. Donc nous, quand on a ces patientes qui nous font part de ces difficultés, on est plutôt à vouloir préconiser de ne pas faire un gros bloc d'activité physique, mais peut-être de fractionner son activité dans la journée. Donc au lieu de marcher peut-être 1 heure, de faire plusieurs fois 10 minutes, de s'écouter aussi, qu'effectivement, c'est ainsi un cercle vicieux. Plus on est fatigué ou plus on est essoufflé, moins on en fait et plus on va être essoufflé. Peut-être de commencer par fractionner, de garder la marche finalement, faire un peu de renforcement, mais travailler tout ce qui va être aussi endurance, mais de façon raisonnable. Oui, c'est ça ce que nous disent l'INCa. En général, quand on n'est pas en capacité de tendre vers les recommandations, la priorité pendant les traitements, c'est vraiment de limiter les temps de sédentarité autant que possible. Donc, on a parlé de la sédentarité, quand on a vraiment une dépense énergétique très, très faible, voire nulle. Là, on va essayer de casser à minima ces temps de sédentarité. Donc, ça va être juste se lever à minima, plutôt d'être allongé, juste être assis dans son siège, par exemple. Déjà, c'est déjà ça, ou de se lever autant que possible. On est vraiment sur des petits mouvements qui peuvent faire la différence. Quand on les ajoute, des petits mouvements, ça fait quand même une dépense d'énergie assez intéressante. Donc, c'est vraiment l'idée là de casser ces temps de sédentarité et progressivement augmenter le niveau d'activité physique autant que possible. Même si on est vraiment fatigué, même au lit, je sais que nous, on suit des patients qui sont plus âgés, vraiment ils peuvent faire des exercices aussi dans le lit. Ça peut être vraiment des petits mouvements dans le lit, par exemple. On peut partir de là pour des patients très, très tôt conditionnés. Comme disait l'OMS, chaque mouvement compte. Donc, même faire des choses dans le lit ou dans le fauteuil, des choses qui vous paraissent sans douleur, etc. Ça peut être une stratégie. Et après, quand ça va un petit peu mieux, reprendre la marche, etc. etc. Donc, ce serait ça une des stratégies possibles. Vous avez parlé des contre-indications. Là, par exemple, on a aussi un témoignage d'une personne qui me dit qu'elle a une mastectomie totale, reconstruite avec le grand dorsal. Elle a des tiraillements musculaires sous le bras. Donc, elle se pose la question, est-ce que sa situation présente une contre-indication pour certaines activités physiques? Que répondre dans ce cas-là? Alors, effectivement, c'est vrai qu'en termes de reconstruction, il y a plusieurs types de reconstruction. On n'est pas chirurgien, donc on ne rentrera pas dans le détail. Mais forcément, quand on prend un muscle pour le mettre à un autre endroit, on a un déficit à un autre endroit. Donc là, on pourra avoir une prise en charge souvent avec des kinésithérapeutes aussi pour travailler juste post-chirurgie au niveau des amplitudes, par exemple, articulaires, au niveau du bras. Et ensuite, on n'a pas de contre-indication majeure, en tout cas, à pratiquer n'importe quel type d'activité physique. Mais encore une fois, il faudra y aller progressivement. Effectivement, si c'est une reconstruction et qu'on joue au tennis, ça risque d'être un petit peu compliqué au début. Et de peut-être trouver une autre activité qui a moins de repères, sans douleur, et effectivement de remuscler les muscles périphériques qui sont juste à côté de ce muscle prélevé pour arriver à compenser, parce que finalement, le corps humain est aussi très bien fait et on va arriver à compenser avec d'autres muscles. Oui, c'est ça. Juste pour rajouter aussi, compléter, je pense, alors si c'est possible, c'est vraiment bien là peut-être de faire une activité supervisée par un professionnel ou kinésithérapeute ou enseignant en activité physique adaptée, des professionnels qui sont compétents pour prendre en charge des patients atteints de cancer et leurs limitations, avoir un certificat de non-contre-indication du médecin, aussi peut-être une recommandation du médecin spécifique, ça peut être bien. Donc là, peut-être un environnement un petit peu plus professionnel peut être intéressant pour cette patiente, pour qu'on ait vraiment, qu'elle ait des conseils vraiment appropriés par rapport à ces difficultés du moment. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a eu pas mal pendant votre présentation d'échanges dans le chat pour avoir des conseils, des ressources. Donc, où vous parlez d'activité physique adaptée, est-ce que vous avez des ressources sur lesquelles les personnes peuvent se diriger pour trouver des centres qui pratiquent des activités physiques adaptées? Et vous parliez aussi donc soit de certificats de contre-indication médicale, ou il peut y avoir aussi maintenant du sport sur ordonnance.
auprès de quel médecin il faut se tourner pour avoir ce certificat? Est-ce que ça va être l'oncologue, ça va être le médecin traitant? Vous avez parlé aussi de l'intervention d'autres professionnels de santé, des kinésithérapeutes. Vers quelle personne se tourner? Alors, pour les ressources, c'est vrai qu'il y en a, il peut y en avoir pas mal. Je pense notamment aux associations, par exemple la Ligue contre le cancer, qui ont des comités départementaux qui peuvent vraiment voilà, donner des ressources spécifiques pour les patients atteints de cancer. Aussi, je pense, dans les centres de lutte contre le cancer aussi, ou dans les hôpitaux, on peut avoir des centres de ressources d'information. Des ERI, des espaces de rencontre et d'information où il y a des professionnels qui peuvent vraiment aussi aider voilà, pour trouver des structures. Nous, dans notre centre, on a de la chance, au Centre Lambert, on a plusieurs enseignants en activité physique adaptée où ils peuvent être une ressource évidemment pour trouver des structures pour pratiquer une activité physique. Ils ont une liste un petit peu des lieux où pratiquer. Je pense aussi, il y a un répertoire aussi régional des lieux de pratique où on peut un petit peu voilà, filtrer en fonction des besoins, en fonction du lieu d'habitation, si on a besoin d'une activité vraiment très adaptée, etc. Donc, il y a un répertoire de ressources régionales. Donc, si vous tapez répertoire voilà, de lieux de pratique au niveau de la région, c'est vrai que c'est région Rhône-Alpes pour le coup. C'est vrai qu'on est national ici, mais il doit peut-être y avoir un répertoire au niveau d'autres régions. Île-de-France aussi, ouais, j'imagine. Il y a les maisons sport santé aussi qui peuvent être une bonne ressource pour arriver à réorienter aussi des patients vers la pratique d'activité physique. Mais effectivement, voilà, les premiers leviers, c'est soit des professionnels qui exercent dans les centres de soins pour les patients atteints de cancer, soit les associations qui sont diverses et variées. Donc, il y en a beaucoup. Effectivement, on pourrait trouver l'information à l'ERI. Soit les maisons sport santé qui peuvent aussi être une bonne ressource. Et des fois, vous tapez aussi simplement activité physique adaptée, votre ville ou votre coin. Là, on peut trouver aussi des professionnels qui sont compétents pour vous accompagner. Et ensuite, il me semble qu'il y avait d'autres questions par rapport à la prescription de l'activité physique. Donc ça, en théorie, tous les médecins, que ce soit médecins généralistes, oncologues, pourraient faire cette prescription d'activité physique qui permet aussi d'aider finalement et de réorienter les patients, en tout cas de nous aider sur comment prendre en charge les patients, en tout cas si on n'a pas le dossier médical qui est en face de nous pour arriver à mieux prendre en charge les patients. Donc vous pouvez faire une demande. Il existe aussi beaucoup des séjours qui existent aussi pour des patientes qui ont des cancers du sein localisé, où c'est aussi peut-être une bonne étape pour se remettre à l'activité physique. Et on existe aussi pour le cancer du sein métastatique, des nouveaux séjours qui ont été organisés donc tout récemment. Et on a aussi parfois des lieux comme nous, je sais que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a aussi des petites cures qui existent avec des programmes juste après finalement les traitements pour réinciter avec de l'activité physique, des psychologues, il me semble, des diététiciennes pour un peu faire une passerelle avant de retourner à la vie active. Donc il existe beaucoup de ressources et effectivement peut-être que ce serait bien d'arriver à mieux les référencer ensemble pour que ce soit plus facile aussi pour les patients. Et après, en termes de connaissances scientifiques, vous avez aussi l'Institut national du cancer qui a fait un référentiel qui regroupe tous les bénéfices de l'activité physique pour les patients atteints de cancer. Donc, c'est plus du domaine scientifique, mais ça a aussi une bonne source pour les patients si vous voulez regarder. On parlait donc des professionnels de santé. Il y a eu quelques témoignages dans le chat de personnes qui disaient voilà, qu'elles avaient un rapport un peu compliqué. C'est-à-dire que leur oncologue leur a dit mettez-vous au sport. Mais on l'a bien vu pour votre présentation, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des barrières. Donc, quel message vous auriez envie de passer quand vous entendez des témoignages tels que celui-là? Comment on peut faire changer les choses? Après, voilà, alors, chacun aussi son métier. Le médecin, il a aussi beaucoup de connaissances dans son domaine. Et puis, je pense que c'est aussi une approche pour lui dire d'inciter à faire de l'activité physique. On aurait probablement aussi de la formation à faire auprès des médecins pour un peu changer ces messages. Mais en tout cas, voilà, d'entendre ce premier mot et après de discuter avec des professionnels. Oui, ça, je pense quand même que ce premier mot peut être vraiment important parce que voilà, le médecin, c'est quand même une des c'est la référence un petit peu au niveau médical et je trouve que ce premier mot peut être vraiment intéressant. Je trouve que l'activité physique, en tout cas dans la cancérologie, commence à vraiment prendre du poids et les médecins, les cancérologues, etc., commencent à être vraiment alertes par rapport à cette thématique. Donc ça peut être le premier point. Après, ce qu'il y a, c'est tout le travail qu'il y a en aval de cette recommandation et qui est encore un petit peu à travailler. C'est peut-être par des messages aussi, comme on fait ici, par des lives comme ça,
de montrer voilà, que les barrières, les préférences de tout le monde, on peut s'identifier un petit peu à tout le monde et se rendre compte voilà, on n'est pas seul et qu'on peut surmonter potentiellement des barrières, trouver des facilitateurs, voir qu'il y a peut-être des préférences, en tout cas peut-être des messages comme ça aussi peuvent participer au fait qu'on peut trouver voilà, une manière de pratiquer après la recommandation du médecin. Alors pour revenir, il y a deux petites questions plus spécifiquement sur l'étude. Donc, une personne dit que vous avez abordé au début la pratique des activités en extérieur. Est-ce que dans l'analyse des résultats, vous avez observé une différence entre les pratiques d'intérieur, plus souvent en institution, et les pratiques de pleine nature? Est-ce que Alors effectivement, quand on a regardé les différents résultats, on a vu des petites différences qui se matérialisaient effectivement plutôt en extérieur pour les personnes sans historique de cancer du sein. Et on a vu aussi plutôt à l'intérieur, en termes plus d'institutions aussi, quand c'est les traitements médicalisés. Mais on avait aussi posé plusieurs questions pour savoir dans quel lieu, à quel moment. Donc, je pense que ça dépend aussi beaucoup des différentes participants pour savoir à quel moment il vaut mieux pratiquer. Ça dépend aussi de la météo, forcément. En tout cas, en cours de traitement, on avait aussi des patients qui nous déclaraient vouloir pratiquer à l'intérieur. Mais on n'a pas eu de grandes choses qui se dégageaient. Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'idée, un petit peu le message, c'est que là, on a montré un petit peu la préférence, les majoritaires, etc. On a vu que c'était plutôt l'extérieur. Mais comme je le disais tout à l'heure, ou comme on le disait tout à l'heure avec Lydia, voilà, le but, c'est vraiment qu'il y ait une offre un petit peu variée autant que possible. Pour ceux qui veulent faire à l'intérieur, il faut qu'il y ait une offre pour eux autant que possible. À l'extérieur, on en a parlé, que les environnements soient aussi favorables, par exemple pour la marche, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a des choses qui ressortent, mais il y a un besoin qu'il y ait une offre un petit peu à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Toujours un peu dans l'extension, dans la poursuite de cette étude, il y a une personne qui me demande si vous prévoyez des recherches complémentaires, plus spécifiquement sur le cas des cancers métastatiques, des cancers du sein métastatiques. Alors oui, alors moi c'est vraiment plus mes thématiques de recherche parce que j'ai fait une thèse justement pour voir les bénéfices de l'activité physique en situation métastatique. On a une étude qui est en cours en ce moment, l'étude ABLE2, donc sur plusieurs centres en France. Et on travaille aussi avec une autre équipe puisqu'il y a un projet européen, toujours pour connaître les bénéfices de l'activité physique sur la qualité de vie et la fatigue en situation métastatique. Et l'idée, c'est d'arriver à faire un grand consortium européen pour assembler à la fois notre étude française et l'étude européenne pour arriver à un petit peu à améliorer ses connaissances parce qu'en situation localisée, on sait maintenant beaucoup de choses et très peu en situation métastatique. Et je pense que c'est une population qui est aussi différente dans la prise en charge, qui mérite aussi toute notre attention. Et on a beaucoup de choses encore à démontrer et à réaliser en termes de recherche. Donc, en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour imaginer plein de projets, avoir plein d'idées et essayer autant que possible de les mettre en place en pratique pour les intégrer aussi dans le parcours de soins qui me semble aussi très important. Et cette étude ABLE2, juste l'étude ABLE2, elle est ouverte, il y a des personnes qui veulent y participer, elle est encore en cours? Alors, elle est effectivement ouverte dans certains centres de soins. Et donc, c'est des critères aussi un petit peu particuliers. Donc, peut-être que je pourrais répondre un peu plus en privé pour ne pas prendre trop de temps. Mais en tout cas, il y a des études de recherche. C'est en tout cas une préoccupation aussi pour nous de pouvoir s'intéresser au maximum de personnes. Oui, et je voulais juste rajouter, Guillaume, que alors c'est vraiment d'une importance capitale, cette investigation autour des cancers métastatiques et du sein métastatique, mais juste rajouter aussi que nous, on essaye aussi d'investiguer d'autres types de cancers. Je sais qu'il y a dans les sentinelles, il y a des patients qui ont d'autres types de cancers, etc., qui sont intéressés aussi à participer aux recherches. Et du coup, nous, on essaye vraiment aussi notamment par exemple chez les personnes âgées atteintes de cancer, il y a encore peu de choses qui sont faites, ou sur des types de cancers un petit peu plus rares, il y a aussi encore peu de choses qui sont faites. Donc, on a envie aussi de mener des recherches chez ces patients-là qui sont encore un peu sous-investigués. Donc voilà, pour Lydia, suivez bien Lydia sur les réseaux pour voir toutes les actualités sur le cancer du sein métastatique, mais vous allez voir aussi d'autres actualités aussi dans d'autres types de cancers, parce que là, ça arrive fort sur des évidences aussi sur d'autres types de cancers et chez les plus âgés aussi. C'était justement ma question, et pour préciser, c'était une question qui était posée. Pourquoi aujourd'hui on a plus de résultats sur les cancers du sein? Est-ce que c'est parce que c'est là où l'effet est le plus fort, ou tu as l'air de dire que l'activité physique pourrait bénéficier aussi à des personnes qui sont atteintes d'autres cancers?
Donc, pourquoi il y a eu ce premier effort fait d'études sur les cancers du sein? Alors en fait, c'est donc le cancer du sein, voilà, c'est le cancer le plus prévalent chez la femme. Et du coup, c'est vrai que ça concerne beaucoup de femmes en France. Et c'est un cancer de bon pronostic. Donc voilà, les survies sont quand même, les taux de survie sont quand même très bons. Et du coup, on peut avoir voilà, une perspective voilà, d'amélioration du bien-être, des capacités physiques grâce à l'activité physique. Donc voilà, ça concerne beaucoup de monde avec quand même des perspectives sur la durée de bonne survie. Donc on peut vraiment, voilà, on a priorisé d'abord ces cancers, mais on n'oublie pas, voilà, pas les autres types de cancers, évidemment. Mais voilà, pour l'instant, on a plus d'évidence à ce niveau-là, cancer du sein, cancer de la prostate chez les hommes, parce que c'est les cancers les plus prévalents et que les taux de survie sont très bons en général. Tu veux ajouter? Non, c'était exactement, et c'est ce qu'on avait un petit peu évoqué avec Baptiste, mais voilà, on a aussi eu dans les témoignages enfin, moi, en tout cas, j'ai reçu des mails de monsieur qui attendent aussi qu'on mène plus d'études dans les sentinelles, ou en tout cas plus d'études pour cette population-là. Donc voilà, on a bien retenu le message, on réfléchit aussi à ça pour effectivement, comme le disait Baptiste, s'intéresser, oui, au cancer du sein, mais aussi à d'autres populations qui sont encore peu étudiées à l'heure actuelle. Très bien. Eh bien, il est 21h, donc je vous propose qu'on arrête la conférence. On n'a pas pu répondre, comme j'avais dit, à l'intégralité des questions, mais on essaiera peut-être de partager sur les réseaux sociaux aussi quelques ressources et voilà, peut-être les références aussi de quelques études dont on a parlé ce soir, peut-être un peu rapidement. Merci beaucoup à Lydia et à Baptiste pour votre présentation et tous les conseils très pratiques que vous avez pu donner aux personnes qui se retrouvent en situation d'être atteintes d'un cancer et qui ont besoin de pratiquer une activité, mais qui parfois ne savent pas trop comment s'y prendre. Merci beaucoup à toutes les participants et tous les participants. J'ai vu que dans le sondage, il y a quelques personnes qui étaient connectées et qui ne sont pas encore participantes de la communauté des Sentinelles. Donc, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur le site des Sentinelles. C'est très simple. Il suffit de laisser une adresse mail, très peu d'informations et vous serez ensuite recontacté régulièrement dès qu'une nouvelle étude sera ouverte sur notre plateforme pour pouvoir y participer ou pas si vous le suivez en fonction aussi des critères fixés par les chercheurs qui contactent la plateforme des Sentinelles. Donc, merci encore à tous pour votre question et votre participation. On vous donne rendez-vous le 2 décembre pour une prochaine conférence sur la question du cancer et du travail. Donc, voilà, aussi toujours dans cette perspective de l'après-cancer. Donc, une petite pause au mois de novembre. Rendez-vous le 2 décembre et bonne soirée à tous et à toutes. Et merci encore à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.